à la Bonjour à conférence. tous. Merci, bonjour. Donc, bonjour. Le cours porte sur le traitement médical et le suivi des lithiases urinaires. Et j'en profite pour vous remercier de participer à cet enseignement du Collège d'urologie sur ce sujet. En ce qui concerne mes liens d'intérêt, concernant ce topo, j'ai participé à l'élaboration des recommandations euh, pour la prise en charge de la maladie lithiasique au niveau du CLAFU. Il n'y a pas d'autre lien avec l'industrie. Donc, lorsque l'on se trouve en face d'un calcul en haut d'oxalate de calcium monohydraté, et puis vous voyez ici une ombilication qui évoque une plaque de Randall, ou lorsque l'on se retrouve face à un calcul d'oxalate de calcium dhydraté, comme on le voit en bas, à gauche, ou un mélange des deux, eh bien, la question est de savoir quel est le diagnostic étiologique, quelle est la prise en charge préconisée et faut-il mettre en route un traitement. D'après les recommandations du CLAFU, dans les cas de morphologie 1 ou 2, 1 plus 2, il s'agit de calculs essentiellement diététiques et il est intéressant néanmoins de faire un bilan biologique pour essayer de prévenir les récidives. La composition du calcul est en effet le début du raisonnement et va guider ensuite le bilan métabolique qui, lui, va permettre d'identifier des facteurs de risque de lithiase, au premier rang desquels un défaut de diurèse, avec une cible qui, normalement, doit être supérieure à 2 litres une fois qu'on a fait un calcul. Ces urines de 24 heures vont permettre également d'identifier d'autres facteurs de risque comme une hypercalciurie, un excès d'urate, un excès d'oxalate, un pH urinaire inadapté et enfin un défaut de solubilisateur comme l'hypocitraturie. À l'issue de ce bilan, la concordance entre la composition du calcul et les facteurs de risque urinaire vont permettre de pouvoir affirmer éventuellement une origine diététique et de conseiller au mieux le patient pour prévenir les récidives. Ce bilan peut également orienter vers des pathologies, soit des pathologies causales, soit des pathologies associées. Et ce bilan, et notamment les urines de 24 heures, vont être un élément essentiel du suivi afin de voir si le patient a bien compris les informations et voir si éventuellement d'autres facteurs de risque ne se sont pas surajoutés au décours. Lorsqu'on parle d'urine de 24 heures, on regarde en fait un bilan quotidien en termes d'entrée-sortie. Et donc, ces urines de 24 heures nous permettent d'apprécier les apports alimentaires et l'absorption digestive. Donc, bien sûr, la diurèse va être un élément central, avec une cible supérieure à 2 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va essayer de voir s'il n'existe pas une hypercalciurie, une hyperoxalurie, une hyperuraturie, un défaut de citrate, un excès de prise de sel ou de protéines animales. Lorsque l'on regarde la concentration en urine, et non pas les urines par 24 heures, eh bien, on a deux chiffres clés. La calciurie, si elle est supérieure à 3,8 millimoles par litre, on est dans des conditions où, en l'absence de défaut de solubilisateur, il y a un risque élevé de cristaux de calcium, d'oxalate de calcium dhydraté dans les urines. Et si on est avec une oxalurie supérieure à 0,2 millimoles par litre, à ce moment-là, il y a un risque de précipitation d'oxalate de calcium monohydraté. Et donc, on voit ici que ces deux valeurs sont la résultante à la fois de l'absorption, des apports et de l'absorption, mais aussi de la prise d'eau. Donc, lorsque l'on prescrit des urines de 24 heures, il est important de pouvoir les interpréter et
la première étape est la validation de ces urines, validation qui est rendue possible par le dosage de la créatinine urinaire. Chez ce patient, un homme de 60 kg, la créatinurie est de 11 millimoles par jour. Et si l'on regarde les ABAC, statistiquement, s'il est jeune et qu'il est musclé, on s'attend à avoir une expression de créatinine de l'ordre de 200 micromoles kilo-jour. C'est-à-dire 200 fois 60 kg, ça fait 12 000 micromoles, soit 12 millimoles. Donc la valeur estimée de créatininurie est de 12 millimoles et la valeur mesurée ici étant de 11, on va pouvoir valider l'échantillon et en conclure que la duresse du patient est bien de 1 litre par jour et dans le même temps, estimer sa prise de chlorure de sodium à 10 grammes et sa consommation en protéines à 105 grammes par jour, c'est-à-dire 1,7 grammes kilo-jour. Pour des valeurs cibles correspondant au chlorure de sodium de 7 à 8 grammes et en protéines de 0,7-0,8 grammes kilo-jour à 1 gramme kilo-jour. Donc on voit ici qu'il y a un défaut de diurèse, un excès de sodium et un excès de protéines. Chez un patient qui, par ailleurs, a une hypercalciurie, valeur de 10 millimoles par jour, très supérieure à 7,75, et surtout en concentration, 10 millimoles par jour dans un litre, ça fait 10 millimoles par litre, très supérieur aux 3,8 millimoles que l'on vient de voir. Donc, un facteur de risque important de calcul calcique. Et donc, cette diapo est pour vous rappeler que même si vous êtes dans le cas d'un patient qui mange 3 laitages par jour, c'est-à-dire 1 gramme, avec une absorption correcte de calcium de 5 millimoles par jour, et donc des sorties rénales de 5 millimoles par jour, eh bien, si la duresse n'est que de 500 millilitres par jour, l'excrétion, la duresse finale sera de 500, 5 millimoles dans 500, ça fait 10 millimoles par litre, et donc on a un risque considérable de faire des calculs. Inversement, dans un petit nombre de cas, on peut se retrouver dans la situation où des patients mangent de façon déraisonnable des laitages. Il y en a qui mangent jusqu'à 6 ou 10 laitages par jour. J'ai vu des patients qui se dévoraient des yaourts à la pelle. À ce moment-là, bien sûr, la quantité de calcium absorbé va augmenter et donc la quantité excrétée sera augmentée. Et dans cette circonstance-là, eh bien, il faudra que les apports en eau soient nettement majorés pour être en dessous de 3,8 millimoles par litre. Dans cette circonstance, il n'y a pas d'anomalie osseuse, il s'agit juste d'un problème diététique. Les recommandations concernant le calcium, vous le savez, c'est de l'ordre de 3 laitages par jour, 800 mg à 1 gramme, avec certains moments dans l'existence où les apports doivent être majorés. Et il y a deux situations qu'il faut bien distinguer. La situation où le bilan en calcium est positif ou nul, c'est le cas d'un excès de calcium, mais c'est aussi le cas où il existe une hyperabsorption digestive du calcium liée aux œstrogènes, progestérone, prolactine. Cette augmentation de l'absorption explique donc l'augmentation de l'expression, avec un os qui, lui, est préservé, voire même augmenté. C'est l'effet anabolisant des œstrogènes sur l'os. Inversement, la situation où on prend un excès de sel, de protéines, comme chez notre patient, ou un excès de vitamine D, D2 ou D3, va entraîner une augmentation de l'absorption digestive, mais aussi un flux osseux sortant de calcium, et donc en même temps une déminéralisation osseuse, la résultante des deux entraînant une hypercalciurie, ici massive, avec donc, malgré des apports en calcium optimaux, une déminéralisation osseuse qui va se produire jour après jour. Donc ce lien entre calciurie, sodium et urée est retrouvé lorsqu'on fait des études observationnelles et est retrouvé aussi au cours d'études interventionnelles, comme dans le cas de l'étude de Borghi, où chez des patients lithiasiques ayant 11 millimoles dans chaque groupe de calciurie au départ, 5 ans plus tard, la calciurie baisse à 6,2 millimoles par jour,
dans le groupe pauvre, qui prend un régime pauvre en calcium, alors que dans le groupe qui prend un régime pauvre en sel, pauvre en protéines, mais relativement riche, enfin normal en calcium, eh bien on obtient le même résultat. La différence, c'est que dans le groupe pauvre en calcium, il y a plus de calculs qui sont liés à la formation d'oxalate de calcium monohydraté par une absence de chélation digestive de l'oxalate. Donc, tout ceci pour insister sur le fait que trop de sel, trop de protéines va entraîner une hypercalciurie, va entraîner des calculs et en plus une déminéralisation osseuse. Et que la vitamine D va fournir le même résultat et donc être finalement prolitogène sans aucun avantage lorsque la prescription est excessive. Des prescriptions d'ampoules très fortement dosées, 50 000, 100 000, 200 000 unités, sont effectivement à éviter. Vous voyez ici des protocoles que j'ai pris de certains collègues qui semblent vraiment excessifs, euh, sachant que les apports recommandés de vitamine D sont de 800 unités. Donc, vous voyez que 800 unités par rapport à 200 000 unités par mois, le compte n'est pas bon. Donc, attention chez vos patients lithiasiques hypercalciuriques à des formes fortement dosées de vitamine D. 3 gouttes par jour sont sans danger. Par contre, les fortes doses sont à déconseiller. Donc, en dehors de ces calculs diététiques ou iatrogènes, qu'en est-il des calculs d'acide urique? Calcul d'acide urique, on va tout de suite penser syndrome métabolique, diabète et problème de pH urinaire, puisque ce qui va cristalliser, ce n'est pas l'urate, ce ne sont pas les urates, c'est l'acide urique, c'est-à-dire les urates sous forme acide. Et les urates deviennent acides pour un pH de l'ordre de 5,5. On voit ici, sur cette représentation, que même pour des excrétions d'urate faibles, si le pH est bas, en dessous de 5,5, on a des cristaux qui apparaissent et qui sont d'autant plus nombreux que l'urate augmente, l'uraturée augmente, alors que pour la même quantité d'urate, si le pH est à 7, il n'y a plus aucun cristal. Donc, l'urate est soluble, l'acide urique est peu soluble. Donc, le problème est beaucoup plus de traiter le pH que de réduire l'uraturie. Ce que l'on sait, c'est que chez le sujet normal, effectivement, vous pouvez le voir ici en haut, dans le groupe placebo ou à droite, le pH urinaire augmente au cours de la journée et est supérieur à 5,5 quasiment tout le temps. Alors que chez les patients ayant un diabète, un syndrome métabolique ou des calculs d'acide urique, pardon, eh bien, le pH urinaire, lui, est en permanence acide. Bien sûr, plus on aura d'urate, plus le risque sera grand. Et lorsque l'on parle de l'uraturie, on pense d'abord aux purines, charcuterie, abats, mais en fait, actuellement, il faut penser beaucoup fructose, car le fructose est transformé par la fructokinase en acide urique. Et donc, qui dit fructose dit non seulement fruits, mais jus de fruits. Et vous voyez ici en bas qu'un jus d'orange fraîchement pressé contient 79 grammes de fructose par litre, et donc contient une dose importante. Donc, oui pour les jus de fruits, mais pas trop. Donc, comment faire maintenant pour changer ce pH urinaire acide en un pH alcalin ou supérieur à 6? Eh bien, on dispose d'outils simples, peu onéreux, comme la bandelette urinaire, le papier pH, qui sont plus ou moins, sensibles. Et puis, on va donner au patient des protocoles en lui disant, par exemple, ici, dans cet exemple prélevé de l'article de Michel Normand, que si 3 pH urinaires 3 jours de suite sont inférieurs à 6,5, alors on va proposer d'augmenter les doses de citrate de potassium de 1 à 3 grammes. Dans cette étude, qui porte sur 120 patients ayant des calculs d'acide urique, on voit que le traitement par citrate de potassium va permettre d'élever le pH urinaire qui, avant, était très acide, en dessous de 5,5 sur des urines de 24 heures, et qui monte à 6,2 en moyenne. On voit que ce traitement a pour effet d'augmenter aussi les citrates, comme attendu, et
une façon facile de voir si le traitement est bien observé, et le patient est compliant, c'est de regarder l'excrétion de potassium qui passe ici de 67 à 116 millimoles par jour. Vous voyez que dans cette série où il n'y avait pas d'insuffisants rénaux, eh bien la kaliémie monte, mais dans des proportions très raisonnables. Il n'y a pas eu d'arrêt pour hyperkaliémie. Qu'est-ce qui va donc donner un pH urinaire acide? Qu'est-ce qui va faire excréter des acides? Eh bien, ce sont les protéines. Plus on mange de protéines, plus on va devoir excréter d'acides. Les protéines étant surtout, en termes de quantité, provenant surtout de la viande, poisson, œufs, etc., donc de sources animales, même s'il y en a aussi, bien sûr, chez les végétaux. Et donc, ce qui va déterminer la charge acide, c'est non seulement l'excrétion nette quotidienne, qui dépend donc des protéines, mais aussi la quantité de tampons urinaires présents. Tampons NH4, phosphate, citrate, bicarbonate. Et puis les derniers tampons, c'est le tampon urate. Et vous voyez ici que quand on descend en dessous de 5,5, ben, le tampon urate devient des cristaux d'acide urique. Donc lorsque l'on donne du citrate de potassium, eh bien, on va augmenter les citrates présents et donc monter le pH. De la même façon, si on donne des bicarbonates, on va là aussi augmenter le pH urinaire. Donc juste une petite incise, le citrate tripotassique que l'on donne est la forme plasmatique prédominante et donc correspond à un pK supérieur à 6,4, alors que dans les urines, au niveau tubulaire, la forme prédominante est du citrate 2 fois moins. Et si vous donnez de l'acide citrique, du jus de citron, ben là, vous donnez non pas du citrate, mais de l'acide citrique. Donc, en fait, il n'a absolument aucun intérêt, puisque vous allez augmenter la charge acide et finalement apporter des tampons qui ne seront pas ajoutés à l'organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on donne du citrate tripotassique, en fait, une partie du citrate va être filtrée directement dans l'urine, et donc va augmenter la citraturie de ce fait, mais une autre partie va être métabolisée dans le foie pour donner du bicarbonate, à la proportion pour 6 grammes de citrate de potassium, ceci correspond à 20 millimoles de citrate, et donc à 40 millimoles de bicarbonate. Donc on voit donc que le citrate de potassium ou le bicarbonate de sodium représentent deux alternatives pour augmenter les tampons dans l'organisme. Donc, si maintenant vous avez une charge acide de 80 millimoles par jour, de 80 milliéquivalents, parce que vous mangez une alimentation très carnée, et que vous ne voulez pas prendre de citrate ou de bicarbonate, vous pouvez essayer les eaux minérales gazeuses qui contiennent beaucoup de bicarbonate. Voici certaines eaux françaises, et vous constatez que pour tamponner les 80 milliéquivalents par jour, ben, il faut 1 litre de Saint-Yorre, mais il faut 4 litres de Badois. Donc, toutes les eaux ne se valent pas. Alors maintenant, passons aux calculs de 4A2, qui sont des calculs phosphatiques contenant essentiellement de la carbapatite et une quantité non négligeable de protéines. Cet aspect, Michel Dedon nous a expliqué qu'il correspondait à des situations d'acidose tubulaire, qu'elles soient acquises ou congénitales, et que le mécanisme était lié donc à une acidose métabolique qui entraînait une hypocitraturie. Donc, quel traitement médical proposé dans cette situation-là? Eh bien, c'est un traitement qui vise à corriger l'acidose métabolique, corriger une éventuelle hypokaliémie liée à cette acidose tubulaire, mais faire attention à ce que le pH urinaire ne monte pas trop haut, car si on montait à des valeurs supérieures à 7, à ce moment-là, eh bien, cela contribuerait à précipiter beaucoup plus les phosphates et donc à non pas traiter la maladie par l'apport de citrate, mais finalement à renforcer l'activité lithiasique. Pourquoi y a-t-il une hypocitraturie dans ces situations-là? Eh bien, l'acidose métabolique qui est induite par la tubulopathie fait que l'excès de protons présents, chélate davantage de citrate en citrate 2-,
Et le tube contourné proximal réabsorbe essentiellement les citrates de moins. Donc, moins de citrates, 3 moins qui passent le long du fluide tubulaire, et donc, in fine, moins de citrates dans l'urine définitive. Donc, c'est en fait un hyperfonctionnement du tube contourné proximal qui va être responsable de cette hypocitraturie. Et c'est pour ça que c'est observé dans les acidoses tubulaires distales et pas proximales. Donc, l'abaissement du pH extracellulaire va être responsable de l'hypocitraturie, mais l'abaissement du pH intracellulaire aussi. Et cet abaissement du pH intracellulaire se rencontre aussi dans les situations d'hypokaliémie, puisque le stock en potassium est intracellulaire. Et donc, acidose plus hypokaliémie, ça la renforce encore plus la profondeur de l'hypocitraturie. D'où l'importance d'apporter du citrate de potassium en priorité pour essayer de corriger les deux troubles. Pourquoi maintenant le pH urinaire supérieur à 6? Eh bien, lorsqu'on a une acidose, c'est la H plus ATPase qui va dysfonctionner. Et donc, si elle dysfonctionne, on aura moins d'acide excrété dans l'urine, donc un pH plus élevé, et on aura moins de bicarbonate produit, donc une acidose métabolique qui va apparaître. Donc, le citrate de potassium paraît dans cette situation-là un, un, un médicament tout à fait adapté. Passons maintenant au calcul de cystine, morphologie 5A, 5B. Il y a la cystinurie, vous le savez, c'est une maladie génétique avec un défaut au niveau des transporteurs tubulaires proximaux des acides aminés dits basiques, dont la cystine, responsable donc d'un excès de cystine urinaire. Chez le sujet normal, l'expression de cystine est inférieure à 0,3 millimoles par jour. Chez le patient ayant une cystinurie, on dépasse 1 millimole par jour et généralement les valeurs sont comprises entre 3 et 6 millimoles par jour. Donc la recommandation en termes de traitement est une diurèse supérieure à 3 litres, car la cystine est très insoluble. Des considérations diététiques pour diminuer la quantité de méthionine dans l'alimentation, car la méthionine est transformée en cystéine puis en cystine. Et enfin, alcaliniser les urines, non pas comme dans le cas de l'acide urique, pour avoir un pH entre 6, 5 et 7, mais pour avoir un pH entre 7, 5 et 8. En utilisant là aussi, selon un protocole qui pourrait être calqué sur celui de l'acide urique, du citrate de tripotassique ou du bicarbonate de sodium. La dépénicillamine est contre-indiquée en première intention. C'est une consensus général et est réservée dans des cas très rares pratiqués par des équipes spécialisées. Pourquoi alcaliniser les urines à un pH aussi élevé de 7, 5 et 8? Eh bien, tout simplement pour des questions de solubilisation des urines. La cystine est en effet beaucoup plus soluble à pH 7, 5, 8, 2 fois plus soluble qu'à pH 6. Donc, la solubilité est de l'ordre de 1 millimole par litre à pH 6, 2 millimoles par litre à pH 7, 5, 8. On voit donc dans cet exemple que si un patient excrète 4 millimoles par jour de cystine, eh bien, il faut au moins 4 litres de diurèse pour avoir une solubilité à 1 millimole par litre, si le pH est à 6. Si par contre le pH est à 7, 8, eh bien, 2 litres vont suffire pour éviter l'apparition de cristaux. Donc on voit le lien entre la diurèse et le pH urinaire. Je vous avais parlé de la diététique. En fait, l'idéal dans la cystinurie, c'est un régime végétalien, ce qui, bien sûr, est déconseillé chez l'enfant, mais qui doit être regardé de façon utile chez les patients, dans la mesure où excréter 2 millimoles 1 à 2 millimoles de cystine par 24 heures ou excréter 6 millimoles de cystine par 24 heures fera toute la différence en termes de récidive des calculs. Vous voyez ici l'importance des œufs. 2 œufs nécessitent de boire 1,6 litre si le pH n'est pas à 7,5, 8 ou 0,8 litres quand même
si le pH est alcalin. Pour le suivi, juste un petit mot, l'importance dans cette maladie de la cristallurie. Cristallurie qu'on essaye de faire tous les mois et qui nous permet de savoir si le patient est en train de faire un calcul. L'échographie, c'est bien, mais l'échographie nous dit qu'il y a un calcul. Là, la cristallurie nous dit actuellement, vous n'avez pas de calcul, mais on sait que dans un mois, vous allez en avoir un si vous ne faites rien en termes de boisson, de pH urinaire ou de régime. Parlons maintenant du 1C. Le 1C, c'est quoi? C'est de l'oxalate de calcium monohydraté. C'est un oxalate de calcium monohydraté non diététique, car vous voyez une surface ici bourgeonnante, claire, et en section, un tissu très inorganisé, qui veut dire que c'est une croissance très rapide. Et ce type de calcul signe une maladie génétique, donc l'hyperoxalurie primaire. Cette hyperoxalurie primaire peut commencer très tôt dans l'enfance, mais certains cas sont détectés à l'âge adulte, peut être responsable donc dans des formes graves d'un décès et dans certaines formes plus modérées, juste de calcul, et puis d'une insuffisance rénale qui va survenir plus lentement. Donc le traitement, c'est non seulement la boisson, mais aussi la vitamine B6 pour certaines formes de mutations dans les types 1. Et plus récemment, nous avons maintenant un arsenal de miRNA qui permet de révolutionner l'histoire naturelle de cette maladie. Donc, dans l'hyperoxalurie primaire, on n'est pas dans une expression faible d'oxalate, on est dans des hyperoxaluries majeures, supérieures à 1 millimole par jour. Vous voyez ici les calculs en bas dans les formes génétiques, en haut dans les formes diététiques. Et lorsqu'il y a une insuffisance rénale qui commence à apparaître, c'est là où les oxalates peuvent se déposer dans tous les tissus de l'organisme et donner une oxalose avec une morbide mortalité très importante. Donc on distingue très rapidement dans les hyperoxaluries primaires 3 types, et le type le plus fréquent est un déficit en alanine glyoxylate aminotransférase, qui est responsable d'une accumulation de glyoxylate qui ne peut plus être métabolisé en pyruvate. Cet excès de glyoxylate va entraîner un excès d'oxalate et donc les problèmes lithiasiques ou d'insuffisance rénale. Cette forme la plus fréquente et la plus grave en termes d'atteinte peut être efficacement traitée pour certaines mutations par de la vitamine B6 qui permet de rediriger l'AGT, cette enzyme qui n'est pas déficiente dans cette mutation, elle est juste dirigée dans la mitochondrie au lieu d'être dirigée dans le peroxysome. Et donc la vitamine B6 permet de rediriger cette enzyme dans le bon compartiment où elle va pouvoir exercer son action. Donc un traitement efficace et pas cher. Dans les autres formes, la vitamine B6 est inefficace. Et maintenant, vous avez les miRNA qui vont permettre de traiter toutes les formes. Dans la forme de type 1, un miRNA qui va inactiver la glycolate oxydase va ainsi diminuer le glyoxylate et donc l'expression d'oxalate. Il s'appelle le lumasiran, il est déjà commercialisé. Et puis vous avez dans les deux autres formes la possibilité d'utiliser du nédosiran qui, lui, va jouer au niveau de l'enzyme LDH et donc empêcher le produit final en oxalate. Le glyoxylate, lui, étant peu cristallisant, une solubilité importante. Qu'en est-il maintenant des calculs infectieux? Alors, tous les 4A ne sont pas infectieux. Les 4C, c'est de la struvite, ils sont tous infectieux. Eh bien, qui dit calcul infectieux dit enlever les calculs, dit antibiothérapie et encadrant le geste et prolonger après le geste, le patient est en stone free pour stériliser l'urothélium qui peut abriter des germes pendant un certain temps. Et puis prévention des récidives pour limiter les récidives d'infection urinaire
notamment si Escherichia coli proposait des extraits de canneberge ou du phenmanose. Voici des exemples à droite de calcul infectieux de bruchite et à gauche d'un calcul composé au centre de carbapatite et en périphérie de vitlochite avec un peu de CP, signant une origine infectieuse. Je remercie Michel Dodon de cette très très belle diapo. Michel Dodon a également pu mettre en évidence que la carbapatite infectieuse avait une signature infrarouge particulière, avec ici un taux de carbonatation faible, et ce pic augmente dans les calculs infectieux et permet d'affirmer que ce calcul a une nature infectieuse. Et puis, vous savez que la présence de struvite, même à 5%, signe également une infection. Donc, en pratique, vous voyez que la composition du calcul reste un élément essentiel dans la prise en charge et que combiné au bilan sanguin et surtout au bilan urinaire de 24 heures, elle permet d'orienter sur certaines pathologies, sachant que le calcul en lui-même ou les résultats du bilan urinaire vont éventuellement nous inciter à faire des examens de deuxième intention. Et donc, le message, c'est de ne pas hésiter à répéter les ionogrammes urinaires de 24 heures et notamment dans le suivi, quantifier les apports en calcium et rechercher la prise de vitamine D, comme on l'a vu précédemment. Donc, je voudrais terminer par deux cas cliniques pour traiter de sujets dont on n'a pas encore parlé. Ici, il s'agit d'une patiente de 38 ans qui est hôtesse de l'air, qui a une histoire familiale de calcul chez son papa, et qui a eu une première manifestation lithiasique à l'âge de 25 ans, avec une pyélonéphrite aiguë au décours. Il s'agissait d'un calcul de 8 mm. Et puis, on se retrouve 12 ans plus tard, deuxième calcul, expulsion spontanée, et puis un an plus tard, troisième calcul piélique de 12 mm. Alors là, on voit que la densité est à 389 unités à Hounsfield, donc une densité faible qui évoque l'acide urique. C'est quand même étonnant chez cette jeune femme qui a un poids de 54 kg pour 1,64 m, qui n'a pas de diabète. Elle a certes une diurèse insuffisante à 1 litre par jour. Donc, notre collègue urologue a analysé le calcul et voici l'aspect du calcul avec un spectre infrarouge qui a permis de confirmer qu'il s'agissait de 2,8-dihydroadénine. Donc, une purine rare en rapport avec une maladie génétique qui inhibe la voie des purines. Vous voyez ici que son bilan montrait une fonction rénale normale, qu'elle avait ici bien corrigé sa diurèse et qu'en fait, ce n'est pas sur le bilan urinaire que l'on aurait pu faire le diagnostic. Donc là encore, grâce à cette analyse du calcul, la patiente a pu être traitée par allopurinol qui permet de faire disparaître les cristaux de 2,8-dihydroadénine et donc de prévenir les dépôts dans les néphrons de ces cristaux et donc de prévenir l'insuffisance rénale chronique que l'on voit apparaître chez ces patients. Dans ce deuxième cas clinique, il s'agit d'un patient de 30 ans qui arrive aux urgences pour des douleurs lombaires persistantes depuis 2 jours avec des nausées, vomissements et une oligoanurie. Ce patient a une choriorétinite toxoplasmique diagnostiquée 10 jours auparavant, avec un traitement qui consiste en adiazine et malocine. On voit ici sur ce scanner une dilatation des cavités piélo-calicielles bilatérales et sur cette incidence des calculs dans les 2 urtères. Il s'agit en fait d'un empilement des calculs, d'un Steinstraße, et l'analyse du calcul montre qu'il s'agit de N-acétylsulfadiazine, donc d'un calcul médicamenteux. Donc vous voyez que là, dans cet exemple également, ce n'est pas le bilan urinaire qui aurait permis de faire le calcul, c'est bien l'analyse du calcul, d'où l'importance essentielle de
de votre contribution à analyser la composition des calculs que vous extrayez, même s'il s'agit de petits morceaux. Donc pour conclure, eh bien, le bilan métabolique et l'analyse du calcul vont permettre de dire il s'agit d'un problème diététique, pas besoin de mise en route de traitement médicamenteux, mais mesure diététique et ionogramme urinaire de 24 heures, ou ceci nous oriente vers une pathologie qui peut être soit une hyperparathyroïdie primaire dont je n'ai pas parlé, puisque là, la sanction n'est pas un médicament, mais la chirurgie, soit il s'agit d'un calcul en rapport avec un diabète ou un syndrome métabolique, avec à ce moment-là, en cas d'acide urique, la nécessité d'alcaliniser les urines par citrate ou bicarbonate, soit il s'agit d'une infection chronique des voies excrétrices, avec donc des propositions d'antibiothérapie généralement à réaliser en collaboration avec un collègue infectiologue, soit enfin découverte de lithiase héréditaire ou de lithiase iatrogène, et enfin, il est absolument indispensable d'utiliser à la fois les données de la composition du calcul et du ionogramme urinaire de 24 heures pour rechercher à l'interrogatoire, en fonction des cas, la prise importante de vitamine D ou de médicaments lithogènes, comme par exemple les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, qui sont les médicaments utilisés pour certains antimigraineux ou antiépileptiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Ayman. Donc, je me retourne vers les résidents. Y a-t-il des questions en salle par rapport au traitement médical et le suivi des lithiases? J'ai une question, professeur Ayman, par rapport au lithiase cystinique. Donc, quand un patient il est traité par une urétéroscopie souple ou par un NLPC et un petit calcul résiduel, est-ce qu'il y a un intérêt au traitement médical et à l'alcalinisation chez ce patient cystinique? Dans tous les cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, la maladie, enfin la lithiase cystinique, c'est avant tout un problème diététique. C'est pas parce que c'est une maladie génétique que la diététique ne doit pas être en tout premier, considérée en tout premier point. Et je crois que je vous ai montré le lien qui était important. Plus on mange de méthionine, plus on a d'excrétion de cystine, plus il faut boire et plus il faut que les urines, et mieux il faut que les urines soient alcalines. Et quand il reste un petit calcul, souvent, le patient, si on ne lui donne pas les bons conseils, ben, il va se retrouver au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois avec un nouveau calcul et il y a un peu un désespoir qui s'installe. Ce que je fais généralement en consultation, c'est j'essaye d'expliquer au patient qu'il lui reste plein de calculs actuellement, qu'il faut mieux attendre encore 1 ou 2 mois avant de se faire opérer, corriger la diététique et à ce moment-là, se faire opérer pour essayer d'avoir le meilleur résultat dans un délai de 6 mois à 1 an, puisque lorsqu'il y a une prise en charge médicale, généralement, les choses ne se règlent pas immédiatement. Le côté vraiment pédagogique du petit tableau que je vous ai montré, je le vérifie tous les jours en consultation. Les gens ne sont pas au courant que les œufs sont très lithogènes pour eux. Et les œufs sont localisés, enfin on les retrouve non seulement dans les œufs qu'on peut manger, mais également dans tout ce qui est préparation industrielle. Et il faut vraiment sensibiliser ces patients à ce problème. De la même façon, les jeunes enfants qui commencent à faire de la cystine, c'est souvent parce qu'on a introduit des œufs et qu'ils ont une alimentation riche en œufs. Très bien. Alors, je voulais juste ajouter par rapport à mon topo, je n'ai pas parlé des thiazides à dessein, puisque il y a eu quelques articles qui suggéraient que ça devait, comme ça n'avait pas montré son efficacité versus placebo, ça devait être réservé en deuxième intention à des cas particuliers. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé.